Bonjour Kamal Louadj, merci de nous accorder cette interview pour Fréquence Populaire. Alors tu es d'origine algérienne, tu es algérien toujours. Oui. Tu vis à Moscou. Oui. Tu es journaliste international, spécialisé sur l'Afrique et les évolutions en cours en Afrique. Tu travailles à Sputnik Afrique. Et je crois que tu es très écouté justement en Afrique avec les différentes personnes qui travaillent ici. C'est un continent, l'Afrique, qui est en mutation rapide. Énormément de choses s'y passent, entre autres les géopolitiques, et c'est de ça qu'on va discuter avec toi. Merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ton travail de journaliste a commencé quand, en fait, sur l'Afrique spécifiquement? Moi, je suis arrivé à Sputnik en fin 2017, en novembre 2017. Donc, j'ai travaillé avant, notre site, c'était Sputnik France. Mais après, on essayait de toucher tous les pays francophones dans le monde, pas uniquement la France. Mais quand l'opération spéciale militaire russe a commencé en Ukraine et que notre site a été sanctionné en Europe, donc il a été fermé, Sputnik France. Donc moi, c'est moi-même qui ai proposé à la direction et conceptualisé ce Sputnik Afrique et proposé à ma direction d'aller vers l'Afrique et de faire en sorte que on puisse faire arriver la voix de la Russie là-bas. Et donc, nous avons deux rédactions, une rédaction francophone, une rédaction anglophone. Nous sommes partis pratiquement de rien, puisque Google a complètement assassiné notre site qui faisait, avant l'arrêt, le Sputnik France, il faisait plus de 2,5 millions de lectures par jour. Oui, c'est par énorme. jour. Donc, mais actuellement, donc en Afrique, nous travaillons beaucoup plus avec la radio. Et donc, c'est là, depuis fin 2022, pratiquement, je me suis rabattu sur la radio. Donc, je fais des émissions 2-3 fois par semaine de radio avec des programmes sur des sujets de fond qui concernent pas uniquement l'Afrique, mais essentiellement l'Afrique. Mais même quand ça ne concerne pas l'Afrique et que ça concerne les relations internationales ou la situation internationale, j'essaie toujours justement de faire en sorte à ce que d'insérer les problèmes de l'Afrique dans ce qui se passe sur l'échelle globale, parce que l'Afrique n'est pas sur une planète autre que la Terre. Et donc, elle subit aussi bien les bonnes tendances que les mauvaises tendances des transformations géopolitiques internationales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est à ton initiative que ça a été lancé, parce que il y a un narratif qui en Occident, en France, il dit que bon, ce sont des médias russes, donc ce sont des médias quasiment du FSB, voilà, et qui font de la pure propagande. Alors, bien évidemment, quand on émet d'un pays, quand c'est France 24 qui émet de France, quand c'est CNN des États-Unis ou la BBC d'Angleterre, ou la radio chinoise, il y a quand même évidemment plutôt un bon a priori pour le pays d'émission, mais on ne dit jamais de France 24 que c'est une télévision où la DGSE va dire qu'est-ce qu'il faut dire à la radio ou à la télévision. Est-ce que vous travaillez de manière autonome sur les sujets que vous voulez et vous abordez ça comment? De quelle manière? Je commencerai d'abord par répondre à cette description de notre média par un proverbe kabyle. Alors, je vais le dire d'abord en kabyle pour faire un petit coucou à nos amis kabyles. Nous disons en kabyle, c'est-à-dire que c'est celui qui a l'habitude de pratiquer un vice et parce qu'il connaît tous ses rouages, qu'il le soupçonne chez les autres. Nous sommes effectivement un peu une agence publique,
nous essayons d'amener dans toutes les régions du monde l'avis de la Russie, ses positions, ce qu'elle veut comme politique. C'est ce qu'on disait, ce qui est logique. Ce Chaque qui est pays logique, fait ça. c'est tout à fait logique. Mais ça fait, moi, depuis fin 2017, j'ai jamais quelqu'un n'est venu me dire choisis ce sujet ou ne choisis pas ce sujet, fais ça ou ne fais pas ça, traite-le comme ça ou ne traite-le comme ça, ne traite-le pas comme ça. En revanche, ce que la direction ici de Sputnik, les choses sur lesquelles elle est vraiment très sévère, c'est de ne pas faire attention et de colporter des fausses informations, des fake news. Là, c'est impardonnable. Vous pouvez être licencié à effet immédiat dans la journée si vous faites quelque chose de grave. Donc, ce que on nous demande, par exemple, quand on traite un sujet sur des informations qui ne sont pas encore vérifiées, ou sur un sujet qui est très sensible et sur lequel il n'y a pas assez d'informations, de faire attention, de ne jamais se lancer dans des choses quand on n'a pas les preuves nécessaires qui prouvent notre propos. Mais en revanche, ça, Qui est du journalisme normal. voilà, nous ne sommes pas du FSB, nous n'avons pas un capitaine ou un commandant du FSB qui nous rend visite chaque matin pour nous dicter la ligne éditoriale de Sputnik. C'est absolument absurde. Et d'ailleurs, que ce soit ce que nous écrivons sur les réseaux sociaux ou ce que nous faisons dans la radio et tout, nous nous basons sur des faits avérés, vérifiés et vérifiables pour tous ceux qui sont un tant soit peu sérieux dans la recherche de la vérité et peuvent vérifier ce que nous disons, si c'est vrai ou c'est pas vrai. Alors, je ne réussirai pas à répéter le proverbe kabyle, Oui. mais c'est vrai que on peut penser à Radio Free Europe, qui a émis pendant des décennies, qui était le fer de lance anti-soviétique, qui était une pure radio de propagande, que d'ailleurs Donald Trump vient de fermer. Et on a les dirigeants européens qui sont tout embêtés et ils veulent financer maintenant aussi Radio Free, enfin une nouvelle Radio Free Europe, soit. Maintenant, pour aller dans le sujet qui te préoccupe le plus ici à Sputnik, c'est-à-dire l'Afrique, dans tous ses aspects, si j'ai bien compris, c'est géopolitique, économique, culturel, civilisationnel. Bon. Avec Fréquence Populaire, nous avons couvert le sommet des BRICS à Kazan, qui a été un moment géopolitique, je crois, très important, un moment de changement, ou plutôt ça a marqué le changement multipolaire du monde. Des grands dirigeants se sont réunis pour dire, voilà, le monde est multipolaire. Il y avait bien évidemment l'Afrique du Sud, qui est membre des BRICS depuis longtemps, et il y avait deux nouveaux pays africains des BRICS, l'Égypte et l'Éthiopie. L'Algérie est en train de demander, il y a plusieurs pays qui demandent. Et on a vu beaucoup de délégations africaines, en particulier subsahariennes, pas encore dans les BRICS, mais travaillant soit avec les BRICS, soit à la Banque de développement. Et ce qu'ils nous ont dit nous a marqué, c'est qu'ils nous ont dit, ici, contrairement à ce qui se passe avec l'Occident, on respecte notre souveraineté, et puis surtout, on nous respecte dans la manière de s'exprimer. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu sens très fort comme besoin, comme appel dans les pays d'Afrique, quels qu'ils soient, le besoin de respect et le besoin et la demande de souveraineté? Absolument, absolument. C'est une question qui est très importante parce que justement les changements qui ont commencé depuis des années, depuis l'émergence de la Chine, petit à petit, c'est venu petit à petit, après l'apparition des BRICS, déjà les gens commençaient à souffler. Donc on peut déjà commencer par voir ce que la Chine a fait, et il faut vraiment lui reconnaître tout le développement qu'elle a fait en Afrique avec les Africains, bien qu'il y a une propagande qui fait que voilà, la Chine c'est le nouvel envahisseur, c'est la Chine-Afrique après la France-Afrique, et peut-être même dans quelques mois ou quelques années, nous allons entendre parler de la Russe-Afrique. En réalité, c'est simple. Les gens ont vu que ce sont des partenaires qui sont venus, certes, et chose qui est légitime, et ils viennent aussi pour défendre leurs intérêts, et faire avancer leurs intérêts, faire la politique de leurs intérêts. Mais en revanche,
ce qui les différencie de, de ce que les Occidentaux ont fait en Afrique, en particulier les anciennes puissances coloniales comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique. Ce qu'ils ont fait, c'est absolument catastrophique. Et non seulement pendant les périodes coloniales, mais même après 60 ans d'indépendance, ces pays-là n'arrivent pas à décoller, n'arrivent pas à décoller, n'arrivent pas à avoir le minimum nécessaire à une vie décente, à une vie humaine, c'est-à-dire les simples infrastructures nécessaires, les écoles, les routes, l'eau, l'électricité, l'hôpital, enfin, ce qui est vraiment le b.a.-ba d'un pays viable, quelques infrastructures nécessaires. Alors que la Chine, en contrepartie de ce qu'elle prend en matière première, en pétrole, en gaz, en matériaux, elle a consommé justement ces infrastructures. Et dans un respect total de l'indépendance de ces pays, elle ne débarque pas pour indiquer à tel président ou à tel gouvernement l'attitude à avoir dans tel ou tel dossier ou comment faire à l'intérieur. Donc, c'est tout à fait la différence donc entre les pays de l'Eurasie et les pays occidentaux. L'Eurasie, comme le disait le président Poutine, ça fait quelques mois, quand il a avancé le concept d'État-civilisation, d'État civilisationnel. Ce sont de très anciennes civilisations qui ont des valeurs ancestrales, des valeurs traditionnelles, qui sont très jaloux de leur indépendance, de leur souveraineté, et ils sont aussi dans cette attitude envers l'autre, dans le respect de la même souveraineté, de cette même souveraineté, de cette même liberté de ces pays. Alors, après le début de l'opération spéciale, tous les bouleversements qui ont survenu d'une manière très accélérée depuis le début de l'opération spéciale ont fait en sorte justement que les Africains se sont dit, mais attendez, mais finalement, ces gens qui nous ont bernés d'abord, qui nous donnaient des leçons surtout, finalement, ils sont, pour leur énergie, ils dépendent des pays du Sud et des pays de l'Est. Ils n'ont pas d'énergie. Et non seulement ça, c'est qu'ils, même pour leur nourriture, même pour leur nourriture, on se rappelle tous des bateaux de blé que la Russie envoyait en Afrique et qui étaient détournés par les Européens. Donc, mais pourquoi les gens commençaient vraiment à se poser la question, mais pour quelle raison nous sommes encore attachés et suspendus à ces pays qui, de surcroît, ce sont eux les responsables de la situation qui se passe, qui sévit actuellement en Afrique. Et ils voient l'espoir dans la Russie, parce que la Russie a donné un coup d'arrêt, elle a complètement détérioré le système dont a profité l'Occident depuis 5 siècles, de domination politique, militaire et économique et financière. Notamment, tout ça a été construit sur la domination financière. Économique, donc la Chine aussi a complètement balayé, non seulement qu'elle produit tout, mais même en termes d'avancées scientifiques et technologiques, elle est aussi à la pointe. Elle a dépassé tous les pays. Et ce sont des pays qui ne sont pas contre parce que les pays africains se développent. Lors du sommet Russie-Afrique en 2019, le président Poutine a fait un énorme discours où il avait dit clairement, ce sont des propos qu'il a répétés aussi lors du sommet des BRICS ici en Russie, il a dit que la Russie était prête à donner toutes les technologies dont elle dispose sans aucune exclusive à tous les pays africains qui sont prêts et qui veulent aller dans ce sens-là. Le nucléaire, l'espace, la mécanique de précision, l'électronique, l'optoélectronique, le matériel médical, le médicament, tout ce que peut donner la Chine. Les Chinois aussi, c'est la même chose. Et ils y vont, ils construisent, maintenant ils investissent dans la production industrielle. Et il y a beaucoup de pays maintenant qui produisent des voitures.
Et il y a l'Algérie, il y a des pays africains qui se lancent dans la production de véhicules. C'est ce développement-là qui fait la différence, mais avec un gap énorme avec l'exploitation que ces pays ont subie. Alors, le plus dans tout ça, c'est la question du franc CFA. Le franc CFA, pour le décrire rapidement, c'est un système de vol. C'est un système de pillage. Les pays africains, les 16 pays africains qui font partie de la zone CFA sont obligés, aujourd'hui, où on parle de déposer 50% de leurs devises. Franc CFA, faut-il préciser, de son nom originel, franc des colonies. Oh, Et maintenant, c'est... en tout cas, le nom originel, qui n'a pas été, le sigle n'a pas été changé. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Oui, c'est ça. Et qui était donc calqué sur le franc ou la monnaie que les nazis ont instauré en France durant l'occupation et la collaboration. Et c'est une espèce de bout de papier comme ça, dont ils contrôlaient la valeur. Monter quand il faut, descendre quand il faut, qui était un système de pillage. Et ce qui fait que les pays d'Afrique, en particulier d'Afrique de l'Ouest, en tout cas les 16 qui sont sous le franc CFA, n'ont pas de souveraineté budgétaire. C'est un peu comme ceux qui sont sous l'euro en Europe. Oui, le franc CFA, il faut avoir en tête qu'il est à ce jour imprimé en France, à Chamalières, à quelques centaines de mètres de la résidence de Giscard d'Estaing. C'est à Chamalières donc ils déposent leurs devises. L'or, par exemple, des banques centrales, que ce soit celui de l'Ouest et tout, ils sont déposés à la banque de France. Et bien sûr, les Français, donc, quand ils ont cet argent, ils les font travailler en bourse, ils gagnent de l'argent, et c'est avec l'argent-là que le soi-disant aide au développement qu'elle est financée. En fait, c'est pris sur les dividendes que l'argent qui est déposé par les Africains pour financer de l'aide au développement. L'aide au développement aussi. Et cette aide au développement va essentiellement aux entreprises françaises qui travaillent dans ces pays. Donc, c'est un argent aussi qui revient en France, qui alimente les entreprises françaises. Vous avez donc ce franc CFA, celui de franc CFA donc des pays de l'Ouest et celui de l'Afrique centrale. Ce sont deux francs CFA différents qui ne sont pas convertibles et qui a une valeur fixe. La France s'octroie le droit, d'ailleurs, c'est le gouvernement Jospin qui l'a dévalué, l'augmenter ou le dévaluer comme ils veulent. Et ça, mais les Africains, le dernier des Africains se demande, mais comment? Par exemple, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, nous sommes des pays qui possèdent d'énormes gisements d'or. Ça fait des décennies que ces gisements sont exploités. Et nous n'avons pas un seul lingot d'or dans nos réserves. Comment ça se fait? Et que ces pays le Niger est le pays qui fournit le plus beaucoup d'uranium. Et c'est un pays qui n'a pas d'électricité. À 70%. C'est un pays qui n'est pas électrifié. Et donc c'est tout ça qui fait que les pays en ont vraiment assez, et d'ailleurs la preuve, ils l'ont montré lors de vote de la résolution à l'ONU, quand ils ont voté contre la condamnation de la Russie. Et alors, maintenant pour terminer juste par rapport à votre question, ce que vous avez dit par rapport au sommet de Kazan, et le sommet de Kazan justement, pourquoi il est capital? Parce que ce qui a constitué le noyau ou le pilier central de la domination occidentale, qui est la domination financière, les BRICS sont en train de mettre un système en parallèle. Ce n'est pas une monnaie commune, personne ne parle de ça, ça sera une chose très difficile à mettre en... Mais un système de paiement parallèle qui sera basé sur un panier de monnaies différentes, avec une chambre de compensation, une compagnie d'assurance et de réassurance, ce qui permet justement à ces pays d'avoir une multitude de possibilités de commercer avec de très grands pays qui sont l'essentiel de l'économie mondiale actuellement. Les Occidentaux, pratiquement, ils ne produisent rien. Et d'autant plus que ce sont des pays qui ne sont pas contre l'idée
l'idée à ce qu'ils commercent avec ces pays avec leur monnaie nationale. Donc, je crois que le choix s'impose de lui-même et il n'y a même plus besoin de discuter. Alors, vous soulignez, Kamal, l'importance peut-être même encore plus que du colonialisme, du post-colonialisme dans la domination des États d'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une responsabilité des pouvoirs qui dirigeaient ces pays, qu'il n'y ait même pas un seul lingot à la fin dans les caisses du pays où l'or est produit? Est-ce qu'il n'y a pas c'est pas quand même une responsabilité africaine Bien sûr, la responsabilité est certainement partagée, mais aussi il faut la nuancer. Il faut la nuancer parce que ce sont des pays qui sont restés très fragiles. Moi, je n'aime pas le mot néocolonialisme. Je préfère ce mot du colonialisme. Par exemple, néocolonialisme, cela veut dire qu'il y a eu un changement et qu'il y a Formel. quelque chose. Hein? Formel. Voilà. C'est important. Moi, c'est bon, on précise que c'est un changement formel. Mais il faut bien aussi avoir en tête que ce sont des pays comme ils sont fragiles et à qui on n'a pas donné les moyens. Il y a beaucoup de corruption, mais dans une grande partie, c'est une corruption qui est imposée. Et le premier qui ose dire non, ben, il est abattu. Il est renversé par des coups d'État et il est abattu. Tout le monde se rappelle du cas de Thomas Sankara, le discours qu'il a tenu à l'organisation de l'Union africaine en 87. En août 87 à Addis Abeba. À Addis Abeba, quand il a dit que l'Afrique, nous devons faire front commun pour que aucun pays africain ne paye la dette, parce que tout simplement, nous n'avons pas les moyens de la payer. Et que ce sont des dettes qui ont été contractées, soi-disant, entre guillemets, pour les États sous-développés, mais en réalité, ce sont des dettes qui ont été contractées et détournées le fait que pour continuer à payer ces pays. Et ces pays, en plus de tout ce qu'ils ont remboursé, par rapport au capital, on n'a pas arrêté de leur demander de l'argent. Et tout le monde se rappelle, donc, que Thomas Sankara lui-même avait dit... si le Burkina Faso restait seul à revendiquer l'annulation de la dette et le refus de payer la dette, je ne serai pas présent parmi vous le prochain sommet de 88 aussi à Addis Abeba. Et 3 mois après, donc, il a été assassiné. C'est le cas de beaucoup de chefs d'État. Ce n'est pas Gbagbo, les forces spéciales françaises sont allées le chercher dans son lit. Le fait que vous évoquez est quand même... Ce qui ne veut pas dire que les Africains n'ont pas leur responsabilité. Ils ont leur part de responsabilité, bien sûr qu'ils ont leur part de responsabilité, parce qu'il y a beaucoup aussi d'oligarchie nationale et qui profitent du système, sans aucun doute. Mais la superstructure de cette corporation qui est complètement répandue dans beaucoup de pays, et actuellement, même en Europe, tout le monde se demande comment ça se fait que tout le monde sait que si vous arrêtez l'énergie qui vient de Russie, vous allez faire faillite. Il n'empêche, vous arrêtez l'énergie qui vient de Russie. Tout le monde se demande comment peut-on être dirigeant d'un pays si la branche sur laquelle est assise l'économie du pays. Et ça, en fait, c'est un système qui est répandu partout. Et c'est ça que les peuples actuellement, notamment en Afrique, refusent. Ils veulent qu'il y ait un système qui soit géré de manière transparente, au profit du peuple, au profit de tous. Ils ne sont pas contre ce qu'il y ait des entrepreneurs qui deviennent riches et tout, mais pas au détriment du reste de la population. Avec un système économique qui aussi émane des valeurs africaines de partage, d'humanité, de charité, de générosité, et pas forcément le système occidental, néolibéral ou ultralibéral, où tout est quantifié au sou. Le cas de la dette est intéressant. Je ne sais pas si vous en parlez ici, ou vous-même vous en parlez dans vos émissions, c'est le cas de Haïti. Oui. Parce que le cas d'Haïti, c'est terrible. C'est le premier pays qui est devenu indépendant. Première révolte
contre l'ordre colonial, et il continue à payer une dette contractée au XIXe siècle, et on lui fait payer le fait d'avoir voulu être indépendant. Le pays est complètement dans un état catastrophique en ce moment, c'est l'horreur. Donc la question de la dette est un sujet récurrent pour vous. Bah oui, c'est un sujet fondamental. Je sais pas, il y a un rapport du FMI, non, de la Banque mondiale. De la Banque mondiale, je ne me rappelle pas en quelle année, je crois que c'était un rapport de 2021 ou 2022. Je n'ai pas envie de dire, mais ça doit être dans cette fourchette. Cette année-là, les pays africains ont remboursé 432 milliards de dollars. C'est bien fait. Hein? C'est bien fait, non? Mais qu'on nous explique. On attaque la Chine sur le fait qu'elle endette les pays africains. Mais la Chine, elle les endette. Elle donne de la dette, c'est vrai. Mais l'argent qu'elle donne, il a une contrepartie physique. Ils construisent des infrastructures, ils construisent des écoles, et des industries, ils font de l'exploitation. Donc vous parlez de la nature de la dette, c'est très important. Bien sûr, ce n'est pas la dette en soi. Si on emprunte de l'argent pour s'acheter un appartement, bon, c'est pas pareil qu'emprunter de l'argent pour le jeter dans la rivière. Bien sûr. Oui. Le problème, ce n'est pas la dette en soi. Mais qu'est-ce que vous faites de cet argent? La Russie, par exemple, participe, elle a lancé la construction en Égypte de la plus grande centrale, pas apparemment même dans le monde, une très grande centrale de 4 réacteurs nucléaires, oui, nucléaires. C'est la première centrale nucléaire en Afrique. Et donc, c'est un projet de 30 milliards de dollars et la Russie finance 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars. C'est vrai que l'exemple est intéressant parce que et en plus de ça, c'est la technologie de pointe. C'est pas les Occidentaux jamais ne concéderont à donner le nucléaire. D'ailleurs, les pays qui ont réussi seuls, comme l'Iran, on essaye de les détruire parce que bien que les preuves fusent sur que l'Iran n'a pas de programme nucléaire, oui, c'est l'AIEA le dit. Oui. Et même les services de renseignement américains le disent. C'est vrai. D'autant plus que actuellement, ce n'est même plus nécessaire d'avoir des armes nucléaires parce qu'ils ont des armes hypersoniques qui peuvent faire des dégâts aussi bien que le nucléaire. Et on essaye de les en empêcher. Alors, la Russie la donne. Il y a des pays beaucoup de pays africains qui sont sur la liste et qui veulent avoir des centrales nucléaires, les construire avec la Russie. Et elle les donne avec l'engagement de former le personnel, l'engagement de fournir le carburant pour les réacteurs nucléaires, pour les faire fonctionner, donner de l'électricité. Et pas aller seulement arnaquer les gens avec ces énergies vertes dont on a vu l'extrême efficacité avec ce qui s'est passé dernièrement en Espagne, au Portugal et dans le sud de la France. Tout le monde, tous les spécialistes des systèmes énergétiques savaient qu'en réalité, l'énergie verte qui a été promue en Europe pendant des décennies, elle était secondée à 75% par le gaz russe. Donc en réalité, l'énergie verte a bon marché qui était exploité en Europe, c'était le gaz russe. Et dès que le gaz russe a été coupé, tout le monde a vu à quoi se tenait vraiment et c'est quand même absolument immoral et inhumain d'aller forcer les pays africains à aller dans cette direction-là, en leur promettant monts et merveilles, on va vous donner l'argent pour faire ceci, cela, faites l'hydrogène vert, faites ceci, faites cela, alors que ces gens-là, ces choses-là sont efficaces, pourquoi vous ne les faites pas chez vous? Faites-les chez vous, c'est plus simple. Vous avez les gens. On fait beaucoup d'éoliennes qui ne servent pas à grand-chose. Non, mais pour l'hydrogène vert, faites-le chez vous. Mais ils ne le font pas parce que c'est pas rentable, tout simplement. Ce n'est pas rentable. Donc, alors que la Chine et la Russie la Russie en particulier, donne l'essentiel de ce qui peut être le cœur d'un système énergétique qui va donner assez d'énergie en flux et en densité pour permettre un développement intégré d'un pays. Et après, je ne suis pas quelqu'un de dogmatique, on peut rajouter les panneaux solaires par-ci, par-là, comme des énergies d'appoint, mais jamais constituer le cœur d'un système énergétique avec une énergie intermittente.
c'est se moquer du monde, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça, que les pays africains, quand ils voient ça, ben, ils se disent, mais attendez, il n'y a pas photo. La Russie aussi a ouvert les portes, comme la Chine et l'Inde, ils ont ouvert la coopération spatiale. Je ne sais pas si vous savez, il y a une entreprise Telnet tunisienne qui a signé un contrat avec Roscosmos pour envoyer la première femme tunisienne, arabe dans l'espace, première cosmonaute arabe. C'est 5 ans. Hein? Ah ben c'est dans quelques années, le projet est toujours en marche. Et ils ont des coopérations dans le lancement d'une constellation de 30 satellites pour couvrir toutes les régions où il n'y a pas Internet. C'est des choses. Ça, c'est une continuation peut-être de l'URSS. Le premier homme noir à être parti dans l'espace, c'est un Cubain. Il est parti sur Soyouz avec les Soviétiques. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a une coopération très forte. Comment vous expliqueriez cela, vous, en tant qu'observateur? Parce que c'est pour ça que je différencie aussi la période colonialisme et néocolonialisme. Parce qu'à l'époque coloniale, donc évidemment une domination claire et nette, formellement colonisée, mais il y avait quand même des constructions d'infrastructures. Et je pense par exemple au chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, qui a été construit par les Français. Maintenant, c'est les Chinois, sans colonialisme, qui sont revenus, qui l'ont remis en état et qui ont mis un train moderne dessus. Donc on voit le transfert géopolitique de puissance de l'Occident vers la Chine dans cet exemple. Mais d'après vous, pourquoi, alors qu'il y a eu tout ce temps-là, les Occidentaux, les Français par exemple, ne se sont pas dit, mais construisons une centrale nucléaire, pourquoi n'ont-ils pas... Parce que ça semble même évident parce qu'on peut toujours avoir une domination. Quand on est celui qui apporte la technologie, même si elle est échangée, on a quand même, pendant un certain temps, une domination. Pourquoi, d'après vous, n'ont-ils pas pensé à cela? Parce que là, il y aurait une vraie reconnaissance, un co-développement, parce que vous parlez en fait, ce que vous dites, c'est un vrai co-développement. Pourquoi il n'y a pas eu de vrai co-développement avec, par exemple, le pays d'Afrique de l'Ouest? C'est que, d'abord, il y a deux raisons. La première, elle est d'ordre technique. Le système économique a été développé par l'Occident, basé sur une domination du système monétaire et financier international. C'est un système de privation, de pillage et de prédation qui ne permet pas le développement économique. Déjà, dans les pays occidentaux eux-mêmes. Quand vous voyez l'état où se retrouve actuellement l'économie nord-américaine au Canada, aux États-Unis, l'état où se retrouve actuellement l'économie européenne, avec des dettes abyssales, dont une très grande partie était légitime parce que les gens ont tout vu, sauf l'argent que leurs États ont contracté. Et donc, ce n'est pas très difficile de suivre les circuits quand on s'y intéresse un peu et de voir qui a profité de tout ce système-là. Donc, vous imaginez que ce sont les mêmes intérêts financiers qui ont financé le colonialisme. S'ils n'ont pas eu de pitié par rapport aux gens parmi lesquels ils vivent, pour quelle raison ils en auront envers les Chinois, ou vers les Indiens, ou vers les Africains, encore moins pour les Africains. Aussi, il y a la question du blocage complètement philosophique et idéologique. Je vous rappelle la visite de Sarkozy au Sénégal, au début de son mandat. Quand il a raté une bonne occasion de se taire, il avait dit, le comble de l'ironie, il avait dit à l'université Cheikh Anta Diop, un grand savant nucléaire de réputation mondiale. Il avait dit que le problème de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'arrive pas à entrer dans la civilisation, dans l'histoire. Dans l'histoire. L'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Et donc, on est toujours, quand vous écoutez ce qui se dit en France actuellement, Emmanuel Macron, ça fait pas longtemps qu'il a dit que notre discours, il se comprend par des gens, ce qui se entend, ceux qui ne l'ont pas compris, ne sont pas des gens, des sous-humains. Donc,
c'est clair que les deux choses se joignent. Les deux choses se joignent d'une manière, il y a l'effet ciseau qui se joignent, le système qui est là pour le pillage, ce qu'on peut piller, dont on a besoin, on le pille, ce dont on n'a pas besoin actuellement, on empêche son utilisation, son exploitation, le jour où on en aura besoin. Deux, c'est le lavage de cerveau idéologique, philosophique, sociétal aussi, pour maintenir les gens dans une espèce de servitude et d'esclavage volontaire. Volontaire. Et c'est un discours qui est maintenu, qui est répété, et les systèmes éducatifs de beaucoup de pays qui n'ont pas encore réussi à s'en détacher et avoir une pensée qui part d'eux-mêmes, qui parle pour développer l'être le citoyen africain aussi. Ces systèmes éducatifs jouent un rôle absolument néfaste. Mais évidemment, comme tout le monde le constate actuellement, tous ces pays qui ont joué à ce jeu d'apprenti sorcier ont tout perdu. Actuellement, ils ont tout perdu. Et qui? C'est la France. Quand même, la France qui était la plus grande puissance nucléaire civile du monde. La technologie dont disposait la France était unique. Soit en nombre, en qualité, était unique. Actuellement, le père que les Chinois ont acheté, ils l'ont construit en 5 ans. Celui qui vient d'être terminé à Flamanville, il a duré 20 ans pour la construction. Parce que tout simplement, le pays a perdu les compétences. Les transports rapides. Juste pour terminer, les transports rapides. Le TGV. Tout ça, c'était... Le Concorde. Le Concorde. Des atouts des atouts que la France aurait pu jouer dans la diplomatie économique, dans ces pays-là, pas uniquement en Afrique, mais ce que les Chinois font, sans la moindre hésitation, dans tous les domaines, ce que les Russes font, sans la moindre hésitation. Depuis 2013 jusqu'à, je ne sais pas, à l'arrivée du nouveau gouvernement malien, il y a eu l'opération Barkhane, il y a eu l'opération Serval, Barkhane, et l'armée malienne a continué à n'avoir aucun moyen de se défendre, de sécuriser même sa capitale. Et voilà, depuis quelques mois, une coopération avec la Russie, ils ont les avions, ils ont les drones, ils font un travail donc, faut pas sortir d'une grande école pour comprendre il y a beaucoup de jeunes Africains qui ont été formés dans les plus grandes universités du monde. Ce n'est plus le cas des générations qu'on a bernées et à qui on a menti pendant des années. Votre cas est assez... Je voulais vérifier si ça... C'est juste une question de psychose. Tout va très bien. Ça va? Bon. On reprend. Votre cas est emblématique d'une certaine inintelligence, on va dire, pour être élégant, des dirigeants français. Vous êtes de formation ingénieur nucléaire. Oui. Scientifique de haut niveau. Et vous étiez venu en France pour travailler... pour faire un doctorat. Pour faire un doctorat, mais vous auriez pu travailler après dans le nucléaire français. Et vous n'avez pas été pris. Il y a eu beaucoup de circonstances. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a un déficit terrible, puisque, comme vous l'avez dit, malheureusement, on est toujours une nation cadre en France, quand même, du nucléaire, dans le nucléaire mondial, mais on a perdu beaucoup de l'avance qu'on avait, parce que pendant 25 ans, il y a peu de recrutement, la filière n'a pas été développée, ça a été moitié sabordé. Et donc, des gens comme vous auraient pu travailler et puis, en fait, font autre chose. Donc, bon, c'est juste pour souligner le côté absurde. Vous parliez du néolibéralisme, la domination du système financier international. Je trouve ça très intéressant comme matrice d'explication de pourquoi est-ce qu'il y a un co-développement différent entre les pays BRICS avec l'Afrique, plutôt par rapport aux Occidentaux et l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez des accords de partenariat économique avec les pays ACP, donc les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, en l'occurrence Afrique, ces accords qui ont été voulus par l'Union européenne et qui sont en fait des accords de libre-échange complet, d'ouverture totale des marchés.
Est-ce que ça fait partie justement de cette domination d'aujourd'hui, ou tentative de domination? Mais bien sûr, quand vous demandez, bon, à un certain moment, disons, ils ont commencé avec les accords d'association. C'était pour la même chose pour l'Afrique du Nord, pour l'Afrique de l'Ouest, des accords d'association. Et après, une fois qu'ils... Ça sonne bien, accord Ça sonne bien, d'association, association. accord de partenariat. Voilà, d'association, on va faire ceci, cela des deux côtés. Nous allons, en plus de l'ouverture, donc pour nos produits, si vous avez des produits bien, bien ficelés, bien faits aux normes européennes, et ils viendront, déjà c'est une énorme restriction. Mais en plus de ça, vous allez avoir la liberté de circulation des biens et des personnes. Zéro. Je vous prends l'exemple de l'Algérie. L'Algérie a signé en 2002 l'accord d'association avec l'Union européenne. L'Algérie qui est l'une des trois grandes puissances économiques, géographiques et tout de l'Afrique. En 2002. L'accord d'association rentre en application en 2005. De 2005 jusqu'à 2019, l'Algérie a importé 285 milliards d'euros de l'euro. Alors on a exporté combien? 12. 12 C'est milliards. intéressant ça. 12 milliards. Quand vous écoutez maintenant 285 importés, 12 exportés. oui, Ah oui. oui. Quand vous écoutez les responsables français parler de visa, de possession, mais après ils se demandent pourquoi, pas uniquement l'Algérie, hein, tous les pays africains, pourquoi ils ont une réaction un peu abrupte et violente. Bon, le Maroc, ça va mieux. Oui, Pour mais à une d'autres raisons. certaine limite, hein, à une certaine limite. Le Maroc aussi, hein, parfois, quand il en a par-dessus la tête, il le fait comprendre, hein, il le fait comprendre aux pays européens. Alors, on nie qu'il y a des accords qui sont signés. Il y a des accords qui sont signés. Comment vous pouvez dire on va faire de la restriction? Mais voilà, c'est le comportement du maître contre son esclave. Alors, Est-ce que ce que je veux? Et la deuxième phase vient après les accords de libre-échange, c'est-à-dire une libéralisation totale. Dites-moi, quelles sont les industries, quand vous faites ça, quelles sont les industries qui peuvent exporter en Europe, en Afrique? Il doit y en avoir quelques-unes, mais faibles. Rien, il n'y a pratiquement rien. Il y a pratiquement rien. Quand vous allez de toutes les questions relatives, hein, quand vous regardez, et en plus de ça, toutes les restrictions qui sont imposées. Donc, il n'y a pas d'aide à la transformation sur place par les pays européens pour qu'ils puissent, c'est-à-dire il y a des entreprises qui viennent et qui font de la transformation sur place des matières premières, ils forment des gens et tout, et faire des échanges économiques parce que voilà, il y a certains avantages ici, on ramène une certaine entreprise ici qui produit et qui peut être... Non, on veut juste dans un seul sens, et on demande à ces pays-là d'ouvrir leurs frontières, de faire sauter les barrières douanières pour des pays qui sont extrêmement faibles sur le plan industriel. Et le résultat est clair. Moi, je ne vois pas comment ces pays-là pourraient s'en sortir. Donc il y a une demande de protectionnisme, ou une forme de protectionnisme de chacun de ces industries. De justice dans la négociation des accords. C'est pour ça qu'ils sont en train d'être remis en cause, en particulier l'Algérie et d'autres. Ils vont suivre, il y a beaucoup de pays qui vont suivre, parce que c'est impossible. C'est impossible, vous ne pouvez pas. Et en plus de ça, pour les pays qui sont dans la zone CFA, en plus de ça, ils sont obligés de poser une bonne partie de leur or à la Banque centrale, leur devise à la Banque centrale, et ouvrent. Mais vous allez ouvrir pour produire quoi? Pour que ces gens-là puissent exporter quoi? Donc, voyez comment maintenant, le système fait en sorte que on est dans des situations d'appauvrissement net, mais pas uniquement de l'Afrique, mais de toute l'économie mondiale. De toute l'économie mondiale. Maintenant, on s'attaque à la Chine, on dit que voici la Chine ne respecte pas à cause de la monnaie, c'est la concurrence déloyale. C'est totalement faux. Parce que, d'abord, les pays, les industries occidentales qui ont délocalisé vers les pays asiatiques, c'était à cause du système financier
le pillage que pratiquait le système financier et les taux d'intérêt qu'il imposait, qui faisaient en sorte que les PME, les industries ne pouvaient pas suivre. Donc il fallait absolument trouver un moyen pour aller produire moins cher pour qu'ils puissent, hein, les gentils et les braves Européens et Américains puissent continuer à consommer sans qu'il y ait une très grande inflation. Donc, la Chine et les pays asiatiques ont accepté ces entreprises et ils ont consenti un énorme effort, un énorme sacrifice. Parce que l'argent qu'ils gagnaient, il fallait préparer les infrastructures pour recevoir les industries et de fournir de la main-d'œuvre pas du tout chère, pour qu'ils puissent, cette industrie-là qui était instaurée, puisse continuer à être une industrie exportatrice. Et par-dessus tout, les surplus qu'ils font, on les obligeait à les investir dans les bons de trésor américains ou dans les obligations européennes, parce que c'est ça qui permet de financer les budgets et qui va permettre aux gens donc de consommer. Comment peut-on venir leur dire aujourd'hui que vous êtes... c'est ça le problème, c'est-à-dire que le problème, il est le mode de fonctionnement de ce système qui est un système de pillage. C'est un système de pillage et qu'il faut le remettre en cause. Il est quand même inconcevable que des milliards de gens subissent juste le dictat d'une poignée de gens et qui vivent sur le pillage des économies nationales. Et donc c'est la même chose pour les pays africains. Je vais vous dire, c'est la même chose pour les pays européens. Parce que oui, la Grèce, les gens de tous les jours sont... Partout, toutes les dettes qui ont été gonflées. Alors que, par exemple, en France, un pays que je connais très bien, j'ai vécu 16 ans. Tous les gens le disent. Mais nous payons énormément. Mais alors que l'hôpital se désagrège, nous n'avons plus d'armée, nous n'avons plus de police. Les policiers n'ont même plus les moyens de faire leur travail, alors qu'ils doivent aller dans des zones dangereuses ou à proliférer les réseaux de la drogue et tout. Mais d'où vient tout ça? Alors que le pays a contracté de plus, il arrive à 120 quand même. 3300 milliards. Oui. Donc, voilà le problème. Et les Occidentaux, les dirigeants, veulent que leurs problèmes soient les problèmes de tout le monde. Les problèmes de l'Occident, Europe et Occident, il faut qu'ils soient les problèmes de tout le monde. Mais les avantages, il faut qu'ils soient uniquement à eux. Alors que les pays, que ce soit l'Afrique, la Chine, la Russie, tout le monde, les pays de BRICS l'ont dit plusieurs fois, nous n'avons pas constitué un forum économique actuellement, qui est juste un forum économique, contre l'Occident. Pas du tout. Mais si l'Occident veut un changement, il faut poser le problème dans sa globalité, dans sa totalité. Pas uniquement l'aspect qui vous arrange, et vous allez faire payer encore une fois la résolution de vos problèmes, du problème qui vous arrange, en pillant le reste. Parce qu'en réalité, la Chine, à la sortie de beaucoup de gens de la pauvreté, mais ils ont encore 700 millions de gens qui vivent dans une pauvreté extrême, dans les campagnes et tout, avec des moyens malheureusement terribles. C'est terrible. Je me rappelle, moi, quand j'étais en France en 2008, quand Angela Merkel, il y a eu la crise alimentaire, mais Angela Merkel a déclaré comme ça à la base du monde, il y a la crise alimentaire, c'est pas parce que ils ne produisent plus, c'est pas parce que la politique européenne agricole a détruit justement la production locale, non, c'est pas ça. C'est parce que les Chinois se sont mis à manger 2 repas par jour. Donc, les petits Chinois qui mangent 2 repas par jour, je ne crois pas que la Chine est un pays où il y a un problème d'obésité. Même s'il y a de l'obésité actuellement, parce qu'il y a beaucoup qui suivent le modèle occidental, hein, les McDonald's et tout, mais il n'y a pas un problème national de santé publique, d'obésité. C'est ailleurs. C'est ailleurs qu'il faut demander aux gens de faire un peu de ménager un peu leur façon de vivre. Donc, c'est M. Ziegler qui avait calculé dans un de ses livres, quand il travaillait au Fonds agricole mondial, que la surconsommation de glace aux États-Unis, en termes de calories, était équivalent aux calories consommées en Afrique. Oui. C'est délirant. Oui. Prenez une seule ville, c'est Las Vegas. Ce qu'elle consomme en électricité par an, je suis sûr que c'est la consommation
de dizaines de pays africains. Hmm. Il y a une photo qui a été faite. Oui, on dirait un volcan. Oui, qui a été faite donc pour le monde entier. Oui. Et on voit l'Afrique, c'est le pays, par satellite, c'est le continent où il y a on dirait que c'est la mer. L'obscurité. On dirait que c'est la mer. Oui, c'est l'obscurité. Le leader libyen Muammar Kadhafi, lui, à sa manière, voulait une monnaie africaine indépendante, l'indépendance géopolitique de l'Afrique. Son régime a été renversé, il a été éliminé. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être le dernier dirigeant africain qui tente de conquérir son indépendance, qui est renversé? Est-ce que vous pensez qu'il y a un après maintenant, que ce genre de choses n'est plus possible? Est-ce qu'un nouveau Thomas Sankara peut se faire assassiner? Est-ce que maintenant les BRICS, cette prise de conscience africaine, est-ce que ça ne devient pas une forme de protection? Disons que d'un point de vue rationnel, si les gens réfléchissent d'une manière rationnelle, non seulement il n'y a pas les conditions pour le refaire, mais je dirais qu'il vaut mieux éviter, même si quand on a les moyens, il vaut mieux l'éviter parce que il y a quand même assez de moyens et assez figurez-vous, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le système financier et monétaire international, dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu autant de pauvreté en même temps. Donc, il y a un certain moment, il faut se dire que peut-être qu'il est temps de devenir adulte et de penser les problèmes d'une manière adulte et dire que voilà comment on va faire pour régler le problème mais ça donc d'une manière rationnelle. Et il n'y a plus les conditions, le changement qui est arrivé dans le monde. D'ailleurs, la situation, même les gens maintenant n'ont plus peur. Qui pouvait penser 20 ans ou 30 ans en arrière le pays le plus pauvre au monde allait bombarder le symbole de la domination occidentale maritime des États-Unis, les porte-avions, et où, c'est-à-dire le Yémen, et où, dans l'un des goulets d'étranglement les plus stratégiques, les plus sensibles et les plus névralgiques de toutes, donc les réseaux de transport. D'ailleurs, la flotte américaine se retire. Elle se retire. Alors Donald Trump, qui est un clown sympathique, a dit on a gagné, donc on part. Voilà. Mais la réalité, c'est un peu plus compliqué. Bah oui. Et donc, qui pouvait faire ça? Personne ne pouvait y penser. Personne ne pouvait penser que voilà, les Africains allaient, par exemple, sortir dans la rue, en particulier les jeunes, et aller dire aux militaires dans les casernes, avant, prenez vos bagages et rentrez chez vous. Allez faire la guerre chez vous, si vous voulez. Ici, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous laisser tranquilles. Donc, les conditions, avec l'émergence de cette nouvelle architecture internationale, ne s'y apparaissent pas. Mais, encore, je le répète encore une fois, oui, rationnellement, oui, mais on n'est pas à l'abri quand même d'un acte de folie comme ça, parce que les gens, leur problème, c'est un peu comme les chimpanzés, vous savez, dans la savane. Ils ont une technique pour chasser les chimpanzés. Donc, ils mettent un grillage et ils font un appât, c'est une noix. Et alors le singe passe sa main et prend la noix, et comme il ne peut pas la sortir, donc il saute au piège, il tombe dans le piège, mais lui-même, d'accord? Donc, allez à moi, c'est à moi, je l'ai trouvé, et puis, dans ce cas-là, il suffit seulement d'aller l'attraper, le tuer, et puis le manger. La solution est simple, il faut lâcher la main. Donc, et il y a énormément de solutions en dehors de ce système. En dehors de ce système, il y a des solutions. Et il n'y a rien qui est catastrophique ou que nous ne sommes pas capables de surmonter.
Nous sommes capables de surmonter tous ces problèmes-là, mais à condition de faire le deuil de ce système, de dire voilà, ça c'est terminé. Maintenant, nous allons nous asseoir avec tout le monde et essayer de trouver des solutions, mais qui soient acceptables pour tout le monde. Et je crois que même pour les conflits, on prenait l'exemple de la Palestine. Dans le cadre du système qui est établi par ces sionistes cinglés qui sont en train de mener ce génocide à Gaza, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire, ou les Palestiniens tuent les Israéliens, ou les Israéliens tuent les Palestiniens. Il n'y a pas de solution. Mais s'ils lâchent ce système, et qu'ils se disent, en dehors de ce système exclusif, 1 ou 0, ben, il y a des solutions, évidemment. Encore faut-il que les États-Unis arrêtent de bloquer toute reconnaissance de l'État de Palestine, puisque c'est le seul blocage. En fait, quelques questions rapides avant de finir, parce que c'est très intéressant. Est-ce que vous qui êtes en même temps vivez en Russie, donc vous avez un regard très très acéré sur ce qui se passe sur la guerre en Ukraine, est-ce que vous diriez que la guerre en Ukraine est finalement la résistance, d'une certaine manière, de la Russie face à l'offensive otanienne d'extension de l'OTAN en Ukraine, est-ce que ça a été un accélérateur, en particulier pour les pays d'Afrique, de se libérer de la domination occidentale et de rejoindre les BRICS? Absolument. Oui, absolument. Vous confirmez ça, vous le ressentez dans les... Absolument. Parce que la domination occidentale, quand même, sa machine de guerre, c'est ça qui lui a permis et le fait que la Russie, donc, remet à zéro cette puissance militaire, sur le plan stratégique, déjà le 24 mai 2022, la bataille était pliée. C'est le premier jour où l'armée russe est rentrée en Ukraine, c'était fini. Sur le plan stratégique, c'était fini. Il est resté sur le plan tactique de sécuriser, de pacifier et de faire reculer les forces. 24 février. Le 24 février, oui, parce que tout simplement, ces pays-là, ils allaient réagir comment? Vous allez attaquer la Russie, vous allez recevoir les bombes atomiques sur la tête. Et donc, la mer Noire, l'un des enjeux les plus stratégiques de cette guerre-là, pratiquement, c'est une mer russe, actuellement. Il reste quelques districts, peut-être, Zelensky, s'il n'est pas fou, il devrait penser à arrêter, sinon, comme disent les dirigeants russes, ce sera l'Odessa jusqu'à la Transnistrie. Et puis, la boucle sera bouclée. La guerre est perdue. C'est ça qu'il faut voir. Les Américains. Pour l'Ukraine. Oui, les Américains ont compris. L'Ukraine, les pauvres Ukrainiens, moi je l'ai toujours dit dans mon travail que les pauvres Ukrainiens, ce sont eux qui ont le plus payé. Parce que beaucoup de morts, ils ont perdu leur pays et personne ne les pleure en réalité. Et on est en train encore une fois de les pousser dans le mur au lieu de les raisonner. Parce que l'Ukraine de demain, si elle a une chance de se reconstruire, ça sera avec la Russie. Aucun autre pays ne viendra à son secours. L'aider pour se reconstruire. Au contraire, ceux qui ont, soi-disant, entre guillemets, l'ont aidé, ils sont en train de préparer les accords nécessaires pour continuer à piller, à faire du peuple ukrainien un peuple... L'Ukraine, c'est l'extension de l'Afrique en Europe. Exactement. Non, la domination, je veux dire. Oui, mais c'est le même système. Il faut juste... C'est le même système. Donc, la Russie, en fait, elle a mis fin à cette domination de 5 siècles. Elle a complètement fichu en l'air le système. Et c'est ça qui donne le courage, pas uniquement aux pays africains, mais dans tous les pays du monde. Quand vous regardez les pays qui sont venus assister aux commémorations du 9 mai ici, oui, c'est des gens qui on voit balader tous ceux qui ont, y compris en Europe. Il y a 29 chefs d'État, mais il y a autre des délégations, ce n'étaient pas des chefs d'État. L'Algérie, je sais qu'il y a de hauts gradés de l'armée qui étaient dans les tribunes et qui ont représenté leur pays dans cette manifestation. Donc, il s'agit de se rendre compte que finalement, c'est une question de sortie de déni de la réalité. Voilà le problème des élites occidentales.
ils vivent dans une espèce de déni de la réalité et ils confondent leurs fantasmes, comme leurs fantasmes sexuels d'ailleurs, ils les confondent à la réalité. Ils croient que parce qu'ils ont ce fantasme, parce qu'ils en parlent, parce qu'ils en parlent avec force, que cela forcément va devenir une réalité. Ben, malheureusement pour eux, hein, comme ceux qui ont cru pendant des années qu'on pouvait gagner une guerre en faisant le Mario sur les plateaux de télévision. On aimerait dire que hein, nous ne sommes pas au bureau de légende. Une guerre, si une guerre pouvait se gagner sur la plateau de télévision, ça saurait. Hein, ça saurait. C'est pas le cas. Encore deux questions. Vous me l'introduisez avec les fantasmes sexuels. Vous confirmez que la question des valeurs occidentales, dont certaines sont très bonnes, la démocratie, les droits de l'homme pris au sens réel. Mais maintenant, les questions LGBTQI+, la volonté de les amener en Afrique, est-ce que selon vous, c'est un vrai problème dans les relations européano-africaines? Est-ce que c'est ressenti comme à nouveau une nouvelle intrusion? Mais bien sûr, impossible. Et les Africains n'accepteront jamais, ni les Africains du Nord, ni le Central, ni l'Ouest, n'accepteront jamais ce genre de valeurs. Alors que les Européens, quand ils arrivent, sur n'importe quelle discussion, sur n'importe quel accord, ils rajoutent ça comme une clause. Le respect des valeurs démocratiques, les droits des homosexuels, les droits de talent. En Afrique, qui ne sait pas que l'homosexualité existe depuis la nuit des temps? Elle existe depuis la nuit des temps. C'est clair. Mais quand rentrez chez vous, fermez la porte de votre maison, à l'intérieur de votre maison, plus personne ne viendra chercher ce que vous faites à l'intérieur. Mais venir faire de ça une valeur sociétale et détruire l'institution qui a permis la pérennisation de l'humanité. La pérennisation de l'humanité, c'est-à-dire l'institution du mariage, il l'a transformé en une espèce, je ne sais quoi, moi, d'avatar où on ne comprend plus rien. Où tu ne comprends plus rien, non. Les gens veulent rester dans l'ancien système de valeurs traditionnelles, le père, la mère, les enfants. Et ils ne veulent pas entendre parler de ça. Dernière question, malgré les propos de président Sarkozy en Afrique, au Sénégal, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de l'homme africain de l'Afrique qui n'est pas rentré dans l'histoire, malgré les visites un peu étranges d'Emmanuel Macron, que ce soit au Burkina Faso, en République démocratique du Congo, où ça s'est assez mal passé diplomatiquement, malgré les difficultés des relations, la France-Afrique, tout ce qu'il y a eu, ce néocolonialisme, est-ce que vous pensez que malgré tout, des nouvelles relations, puisque maintenant la France a été très largement chassée de ce qu'on appelle la zone d'influence, quasiment manu militari, de certains endroits, est-ce que vous pensez qu'une nouvelle coopération franco-africaine, en particulier avec les pays francophones, avec la France, pour avoir lieu? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se fasse? Bien sûr que c'est possible. Il n'y a aucun problème de ce point de vue. Et la France, elle part en ayant de l'avance par rapport aux autres pays. Hein, c'est pas elle a déjà une très grande expérience, même si cette expérience-là, elle a perdu beaucoup de son expertise. Hein, mais elle a beaucoup d'atouts. La langue, déjà. Il y a beaucoup de pays francophones en Afrique. Le plus grand pays francophone au monde, il est en Afrique. C'est le Congo, hein, la RDC. Et donc, déjà, il y a la langue, il y a la diaspora africaine, qui est beaucoup d'Africains qui ont fait leurs études en France. Il y a beaucoup d'Africains qui habitent en France. Donc, il y a ça. La connaissance des cultures et tout, mais à condition que, justement, il suffit de changer. Et les Africains, les jeunes Africains, même les panafricanistes, quand vous leur posez la question, est-ce que vous êtes contre le peuple français, ils vous disent non. Mais le peuple français est en train de subir exactement ce que nous subissons.
Nous subissons de ce système-là. Ils sont contre ce système colonial et colonialiste, mais pas contre la culture ou les Français en tant que peuple. Il y a beaucoup de mariages mixtes et tout. Et par ça, donc déjà l'atout de la langue et beaucoup de diasporas qui ont été formés en France. Donc ce sont des atouts qui peuvent être utilisés. Et puis, la France elle a beaucoup de savoir-faire dans beaucoup de domaines dans lesquels elle peut vraiment aider. Aider dans des accords. Elle a tout à fait le droit de défendre ses intérêts. C'est tout à fait légitime. Mais avec le respect de la souveraineté. Voilà, la souveraineté, mais aussi avec un esprit de partage. Non, je parle du respect des autres. Oui, de la souveraineté des autres, de partage. Oui. Et de partage, et pas venir juste prendre ce dont on a besoin et puis faire en sorte que les autres ne puissent pas bouger, parce que à l'envisage, elle estime que les matières premières lui reviennent de droit et que les autres sont juste là pour faire pour faire creuser la terre. Voilà. Donc ce n'est pas logique. Mais effectivement, déjà les transports rapides, par exemple. Il y a beaucoup quand vous regardez les pays africains, les régions où sont produits, par exemple, la viande, les fruits, les légumes, c'est pas forcément près des villes ou des régions où elles sont consommées. Et comme c'est des produits qu'il faut transporter rapidement, la France peut jouer sur ça. Où est le problème? Aucun problème. Enfin, le fret, le transport de marchandises, le poisson et tout, elle peut aider sur ces projets. Elle peut aider sur la formation médicale, quand même, malgré tous les problèmes qu'elle a subis, et reste quand même une formation quand même d'assez haut niveau par rapport à ce qui se passe ailleurs. Il y a énormément de domaines où il est possible effectivement de travailler. Et je crois que même pour les pays africains, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'ils connaissent la langue, ils connaissent la culture, ils connaissent les gens. Maintenant, il faut un peu l'ingénieur social ou l'ingénieur diplomate qui va organiser tout ça et faire en sorte que la mécanique fonctionne sans qu'il y ait de problème. En tout cas, merci pour cette note d'espoir. Merci Kamal de nous avoir reçus, c'était extrêmement intéressant. D'ailleurs, je vais peut-être te surprendre, mais avec les interviews que nous avons fait à Kazan, tu vas inaugurer ton interview, car elle embrasse un peu de manière globale les différentes questions qui nous intéressent, et en particulier en Afrique. Nous allons lancer une émission qui va s'appeler Les Voix de l'Afrique. Et donc tu es une des voix de l'Afrique, tu inaugures les voix de l'Afrique. Merci à toi. Si vous avez aimé cette émission et si vous voulez qu'on continue, parce que je sais que vous êtes très très nombreux à nous demander à reprendre ce qu'on avait commencé à Kazan, en particulier avec des ressortissants ou des pays d'Afrique, y compris d'aller faire des reportages sur place. Eh bien, n'hésitez pas dans vos commentaires à nous dire ce sur quoi vous voulez qu'on travaille, ce qu'on peut améliorer, c'est important pour nous, pour le référencement aussi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, TikTok et Telegram. Et eh bien, je vous dis à tous à très bientôt. Merci encore Kamal et à une prochaine. Une prochaine. Merci beaucoup.